Salutations chers disciples d'Avan et bienvenue dans notre 25e review consacré à l'anime Dai-no Daiboken. Cet épisode intitulé La terreur de l'aura draconique a été diffusé le 27 mars 2021 et nous présente la suite de la confrontation entre nos héros et Baran avec l'arrivée de Crocodile sur le champ de bataille. Cet épisode adapte des chapitres 86 à la moitié du chapitre 90 du manga et couvre la seconde moitié de l'épisode 45 de l'anime de 1991 jusqu'à la fin de celui-ci. Et oui, ça y est, cet épisode 25 a rattrapé l'ancienne adaptation avec un nombre d'épisodes quasiment divisé par 2. C'est le moment de prévenir vos amis, la série va être exceptionnelle à partir de maintenant. Comme la semaine dernière, Satoshi Nishimura a dessiné le storyboard. C'est un cas extrêmement rare pour une série fleuve qu'un même animateur s'occupe de cela pour 2 épisodes consécutifs. Est-ce sans doute voulu pour une cohérence de mise en scène? Et cette fois, l'épisode est dirigé par Yuta Tanaka. Et quant à la direction de l'animation, elle est confiée par Yoshiyuki Ishikawa qui avait été sur l'épisode 15. Pas d'animateur star sur cet épisode. Cependant, il semblerait que Takumi Yamamoto fut en charge des cuts incroyables où Baran fonce sur Crocodile. Pour montrer la vitesse d'exécution exceptionnelle de Baran, le passage accélère avec du flou cinétique puis décélère et se fige au moment de l'impact du coup pour bien nous montrer la souffrance de Crocodile. Sur Dragon Ball Super Broly, Yamamoto avait dessiné 2 scènes concernant Freezer, la mort de Bardock et quand Broly martyrise notre pauvre empereur galactique qui voulait grandir de 5 cm. Sur Dai-no Daiboken, parmi les scènes majeures qu'il a dessinées, il y a celle où Yonkel sauve nos amis de la lave dans l'épisode 13. Il est à présent temps d'analyser ce 25e épisode et comme le précédent, nous pourrons constater qu'il dispose de nombreuses qualités mais aussi de quelques sources de frustration. Cet épisode débute tandis que Crocodile se fait projeter par Baran avec une facilité déconcertante. Nous n'avions pas révélé la nature de l'attaque lors de notre précédente review par précaution, mais le chevalier dragon a littéralement enfoncé ses doigts dans le ventre du roi des carnassiers. La scène est fidèle au manga. En effet, on ne voyait Crocodile que de dos à ce moment-là. L'ancienne adaptation faisait quant à elle dans la démesure. On observait Baran maltraiter la pauvre bête dans un déluge d'hémoglobine. Notre croco était balancé contre des arbres et c'était d'ailleurs un peu plus impressionnant que la roulée de boulets de cette nouvelle adaptation. Ouais. Il n'y a pas de présence de sang lorsque Crocodile regarde sa plaie, et c'est logique, car la plaie a été cauterisée par l'aura de Baran. C'est aussi le cas dans l'œuvre d'origine, il n'y a donc aucune forme de censure à ce sujet. Le fier guerrier comprend ainsi que c'est cette aura qui a permis à Dai d'arrêter sa hache et de la détruire à main nue lors de leur confrontation. Un superbe plan accompagne les explications de Baran sur le draconique aura, tandis qu'il révèle que son corps devient aussi fort qu'une armure métallique et le protège des invocations, créant ainsi une défense absolument redoutable. Le travelling sur son visage est magnifique et crée une véritable sensation de danger immédiat et de toute puissance. Baran fonce sur Crocodile dans une scène épurée mais diablement efficace avec une animation très dynamique qui nous montre à quel point il est supérieur au reste du groupe, aussi bien en vitesse qu'en puissance. De nombreux zooms sur ses yeux permettent de souligner sa détermination à la maîtrise totale de son pouvoir. Ainsi, la brutalité des planches d'origine a vraiment bien été retranscrite et avec ces quelques secondes jouissives. Dans l'ancienne adaptation, quelques échanges de coups avaient été ajoutés pour montrer à quel point le Draconic Aura était efficace. C'était beaucoup moins dynamique, mais cela montrait l'écrasante supériorité de Baran sous un autre angle. Le chevalier dragon casse le bras de Crocodile et utilise sur lui la même technique qu'il avait employée contre Hawkins. Ce rayon de pur Draconic Aura perfore l'œil du roi des carnassiers, le rendant ainsi complètement aveugle. L'excuse du sang bleu-vert nous permet de contourner la censure et heureusement, sinon la scène aurait probablement été complètement incompréhensible. Crocodile est à terre et encore sous le choc de cette dernière attaque, Pop demande alors à Leona d'aider Dai. On remarquera d'ailleurs que le visage et les vêtements du magicien et de la princesse semblent abîmés, tandis que dans le manga ils étaient encore tout propres. Bon, vous nous direz s'ils s'étaient fait envoyer en l'air dans l'épisode précédent, donc cela semble plus logique comme ça. La jeune princesse plonge donc dans l'eau pour chercher le jeune héros. Et dans cette adaptation, il semble tranquillement flotter au fond du lac. Mais ça ne vous semble pas étrange ?
Et oui Jamie, on aurait pu penser que le corps serait naturellement revenu à la surface avec la poussée d'Archimède, mais comme on ne connaît ni la densité de l'eau, ni la quantité d'air restant dans les poumons de ce jeune garçon, on ne peut pas en être sûr. On va donc laisser le bénéfice du doute à l'équipe dans cet épisode. Dans le manga, Dai s'était tout simplement coincé le pied dans un rocher, et la princesse l'en extirpait afin de soigner avec un Beoma. Mais ce n'était pas forcément logique non plus. Comment aurait-il réussi à mettre son pied dedans en étant dans les vapes ? Les blessures de Dai dans cette adaptation semblent assez superficielles, il ne faudra surtout pas montrer de sang ou de couleur rouge. Dans la planche d'origine, son torse semblait calciné, et il en allait de même pour l'anime de 1991. D'ailleurs, à ce moment-là, on pouvait voir Mam penser à Dai, tandis qu'elle se dirigeait vers son prochain lieu d'entraînement. Brass était également de la partie et repensait à son petit protégé. Évidemment, à ce moment-là, l'équipe savait que l'anime allait se terminer. Ils ont donc peut-être rajouté ces scènes pour donner un peu de consistance à certains personnages importants du récit qui n'étaient pas sur le champ de bataille. Pendant ce temps, Pop confronte Baran, qui lui révèle que son draconique aura a tout de même des limites, et c'est pour cela qu'il a voulu vaincre Crocodile aussi rapidement. Le magicien trouve assez étrange que Baran lui donne ce type d'informations, mais c'est parce qu'il n'a rien à craindre d'un apprenti magicien. L'épisode nous montre un très beau plan de Baran qui rappelle la planche origine durant laquelle ses pupilles ne sont plus visibles. Le sentiment d'oppression en est décuplé et retranscrit bien la différence de niveau. Toutefois, le rythme de cette scène est toujours aussi soutenu, et comme la confrontation verbale avec Crocodile lors de l'épisode précédent, un sentiment de tension aurait pu être davantage développé ici, comme c'était le cas dans l'ancienne adaptation par exemple. On pouvait par exemple y entendre le bruit sourd du vent, comme une ambiance de calme avant la tempête. C'est typiquement ce qui manque à cet épisode qui va bien trop vite. Il en va de même sur la relation entre Pop et Crocodile, qui offrait une vision bien plus intimiste dans laquelle du temps était donné aux personnages pour se confier à l'un à l'autre, ainsi que des plans durant lesquels ils étaient côte à côte prêts à mourir ensemble. Malgré tout, ils ont gardé le terme Osan, donné par Pop, ce qui renforce le lien qui les unit. Ça n'est pas raté pour autant, nous avons le droit à un flashback poignant qui reprend les moments de bravoure de Pop qui avait touché le cœur de son ancien ennemi. On pourra toutefois signaler un plan assez pauvre lorsque Crocodile prépare son coup spécial. Il aurait mérité davantage de travail. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Ce n'est qu'une baisse de qualité temporaire, puisque nous sommes immédiatement remis dans le bain avec de superbes plans de Baran, qui prépare son Giga Break pour en finir. Il indique d'ailleurs n'avoir pas mis toute sa puissance contre Dai, ce qui fait froid dans le dos quand on imagine sa vraie puissance. Comme Broly dans Dragon Ball Z, Baran se retient. Cependant, Dai sort de l'eau, à ce moment-là, avec un regard empli de colère auquel ne nous avait pas souvent habitués, comme c'était aussi le cas dans la planche d'origine. Acculé, Baran invoque le Gigaden pour débuter son attaque, mais Dai envoie son épée sur le sort. Au-delà du plan large qui avait été proposé dans le manga, un plan rapproché sur le visage de Baran a été ajouté ici, afin de mieux présenter sa surprise. Les fans attendaient probablement cette scène avec impatience. Dai et Crocodile lancent un combo de leur attaque sur Baran. Alors décortiquons tout cela ensemble. Tout d'abord, contrairement à l'épisode précédent, dans le temple, Dai semble bien s'élancer vers l'avant lorsqu'il utilise sa technique signature. La mise en scène nous cache cependant rapidement le héros pour se concentrer sur le rayon de l'attaque, contrairement à la plage d'origine. Baran se retrouve bloqué par l'attaque de Dai et nous avons ainsi un plan de dos, alors que dans le manga, il est présent de face, ce qui peut-être plus intéressant afin de se concentrer sur la réaction de son visage. Crocodile lance alors son premier Geocachen Jeki. Et oui, il a gardé l'appellation que Badok lui avait suggérée dans cette adaptation. Crocodile semble être face à Baran et il ne semble pas vraiment avoir besoin de se concentrer pour le localiser, d'autant que son œil est entrouvert lorsqu'il lance son attaque. Dans le manga, son œil est encore totalement fermé et en entendant l'attaque, il doit légèrement se retourner pour lancer la sienne. La réaction de Baran a également été changée. Dans la planche d'origine, il semble être surpris devant la combinaison de ses attaques, tandis qu'ici il n'a pas de réaction particulière. Ce n'est pas forcément un choix judicieux de mise en scène, et étant donné que cela amoindrit la prouesse des deux équipiers. Enfin, l'effet de zone qui suit ce terrible combo ne fait apparaître que de la fumée, là où dans le manga, les nuances de noir et de blanc font clairement penser à une explosion.
Ainsi, cette double attaque Creux 2020 est d'un point de vue technique très bien exécutée. L'animation est propre et la musique qui l'accompagne bien calibrée. Cependant, force est de constater que l'impact aurait pu être bien plus impressionnant, d'autant que les effets d'explosion sont réalisés hors champ. Ce passage était un peu le chant du cygne de l'ancienne adaptation et était bien plus impressionnant en matière de mise en scène. La réaction de Baran était ainsi conformément au manga bien plus appuyée et l'explosion autrement plus dévastatrice. L'épisode 45 se terminait là-dessus avec un suspense tout bonnement insoutenable. Arrivant au bout de ses ressources, Crocodile met un genou à terre et est guéri par Merle qui n'a pas voulu quitter le groupe malgré les sermons de sa grand-mère. Bien qu'ayant reçu ce double coup de plein fouet, Baran a pu se protéger avec son draconique aura poussé au maximum. Cette adaptation est différente de la planche de base et nous présente un Baran avec ses yeux brillants et une aura assez fine autour de lui, là où le manga nous présentait un superbe draconique aura qui semblait tournoyer autour de lui. Pour autant, le chevalier dragon ne s'en est pas sorti indemne et saigne du sang rouge à sa grande surprise. Nous sommes ainsi gratifiés de ce magnifique plan du personnage, rendant hommage à la planche d'origine. Baran comprend que l'équipe de Dai tire sa puissance du lien qui les unit et ses propos sont accompagnés d'un superbe travelling bleuté de l'ensemble des compagnons, une bonne réussite de l'épisode. Après avoir concentré son draconique aura, le chevalier dragon change complètement de regard pour entrer dans une forme de transe et utilise son insigne pour rentrer en résonance avec celui de Dai afin de supprimer l'ensemble de ses souvenirs. C'est à ce moment clé de l'aventure que le dernier épisode de l'ancienne adaptation, le 46e, changeait complètement de direction par rapport à l'œuvre d'origine afin de tenter de conclure l'anime correctement. Pour résumer, Dai se débarrassait facilement de Baran avec un avance trash et nos héros s'en allaient vers d'autres horizons. Alors, on va tenter de vous résumer tout ça. Baran faisait vraiment flipper à ce moment-là, et Dai semblait vraiment souffrir le martyre. Des flashbacks présentaient ainsi les moments clés de l'aventure. On se retrouvait alors à Dermlin, en la compagnie de Brass qui observait un vase cassé avec un mauvais pressentiment. Mam quant à elle se trouvait au bord d'un lac et avait une pensée pour Dai en prenant son pendentif de disciple d'Avan qui scintillait. Le pendentif de Yunkel résonnait également tandis qu'il se trouvait dans une ville dévastée comme à son habitude. De retour sur le champ de bataille, Pop tentait sans grand succès d'attaquer Baran et Leona n'était malheureusement pas plus utile. L'équipe restante se faisait ainsi violemment repousser. La tension montait alors d'un cran avec plusieurs scènes entrecoupées qui nous montraient de nouveau Brass, Mam et Yunkel qui comprenaient que quelque chose n'était pas normal. Et Dai se relevait alors. Il ne pouvait pas oublier ses amis. Baran lui disait qu'il était sans espoir de se battre contre son destin, mais en voulant sonder son esprit, une nouvelle fois, un miracle arriva à sa grande surprise. Baran pouvait entendre la voix de Pop, de Mam, de Yunkel, de Crocodile et de Leona. La musique s'envolait alors, tandis que chacune des âmes, des amis de Dai, se réunissait derrière lui. Un grand moment de Shunan Neketsu sur l'entraide et l'amitié. Dai matérialisait alors une épée faite de pure énergie, dans laquelle les âmes de ses compagnons d'armes fusionnaient. Baran ne comprenait pas ce qui pouvait se passer, on ne vous cache pas qu'on était un peu pareil, mais qu'importe, la musique, la mise en scène était très efficace durant ce passage. Dai envoyait alors un avance trash qui finissait par avoir raison du draconique aura de son père. Celui-ci partait alors, tandis que les personnages importants de l'armée du mal y allaient de leurs commentaires. Dai se relevait, alors il regardait le ciel en repensant à tous ceux qui l'avaient aidé. Le tout était accompagné d'une musique entraînante et d'un harmonicelle qui donnera bien des pincements au cœur aux plus anciens d'entre nous qui n'avaient probablement pas compris à ce moment-là que c'était bel et bien la fin de la série. L'aventure s'arrêtait ainsi au moment précis où le scénario s'envolait. Mais non, mais ça n'est pas terminé car nous sommes de retour dans ce Creux 2021 et nous allons pouvoir oublier cette fin alternative pour retrouver le vrai scénario. Où nous en étions d'ailleurs. Ah oui, allez, c'est parti. Dai subit un lavage de cerveau de la part du Chevalier Dragon. On pourrait d'ailleurs apprécier un patchwork sympathique de plusieurs épisodes qui rappelle une magnifique planche qui aura forcément marqué les lecteurs. Dai s'effondre, les yeux révulsés, tandis que le bruit de la résonance s'arrête. Baran, épuisé, part sur cet effort, s'enfuit en indiquant qu'il a ôté tout ce dont son fils n'avait pas besoin. Dai se réveille alors, sans se souvenir de ses équipiers. Son symbole est encore visible sur son front, comme s'il était désactivé.
D'ailleurs, dans le manga, on pouvait apercevoir qu'il s'agit de son sang, étant donné qu'il coule. Il y a eu un bon travail de mise en scène, avec une colorimétrie adéquate, ainsi que la pluie qui débute pour faire montrer le drame du moment. Nous avons le droit à une scène inédite durant laquelle Zabuira et Adlar se demandent où Baran est parti, tandis que Kilvern, pas inquiet, semble en connaître les raisons. L'équipe trouve refuge dans une vieille maison en bois en forêt. Merle a la gentillesse d'apporter des vivres et on peut constater que l'équipe responsable de cet épisode a décidé de prendre du temps pour correctement présenter sa relation avec Pop. On peut également voir Leona guérir l'œil de Crocodile. Le pauvre souffre d'une méchante conjonctivite. Vite, du collyre! L'ambiance du manga est plutôt bien retranscrite, dans lequel le dai oscille entre le regard perdu avec les yeux à moitié fermés et les sourires timides. Croco est le premier à comprendre que le jeune garçon souffre d'une terrible amnésie qui a supprimé ses plus lointains souvenirs, à tel point qu'il ne se souvient même plus de Kome-chan. Leona tente malgré elle de lui rappeler comment ils se sont connus. Malheureusement, Dai souffre de terribles maux de tête quand il essaye de s'en souvenir et sa marque s'active par intermittence, comme pour éviter au souvenir de refaire surface. On pourra à cet effet constater le souci du détail de l'équipe qui fait légèrement saigner l'insigne du dragon comme dans la planche d'origine. Quant à Pop, il offre à Dai son bandeau et quand celui-ci le remercie, il lui dit « Monsieur ». Comme s'il était un simple étranger, le jeune magicien s'emporte. Bien que dans le manga, Pop empoigne avec vigueur son ami, cet épisode propose un plan assez choquant dans lequel il fait mine de s'apprêter à lui donner un coup de poing. C'est assez marquant et cela ne ressemble guère au personnage. On serait curieux d'avoir votre avis sur cette scène, tiens. En revanche, quand Pop demande à Dai d'essayer de se rappeler des techniques d'Avan, eh bien c'est diablement bien adapté en reprenant plusieurs planches avec un doublage extrêmement convaincant. Dai réagit évidemment comme un enfant apeuré et c'est normal puisqu'il a peur de se servir d'une arme. Du temps a été pris pour correctement adapter ce passage et il était important d'autoriser Pop à avoir un moment pour témoigner son désespoir. À la fin de cette scène, Leona s'autorise à une réplique qui n'était pas présente dans le manga, dans laquelle elle demande à Dai de venir avec elle. On passe du côté du quartier général de l'armée du mal, dans lequel Kilvern indique à Adlar que Baran est un excellent stratège et que son prochain assaut sera décisif. Il lui fait cette confidence tandis qu'il joue aux échecs de façon ostensible, ce qui ne sera pas pour déplaire aux amateurs de lacets, nous n'en dirons pas davantage. Ils sont interrompus par un écueil qui sonne une alerte. Dans le manga, il ne faisait qu'interpeller Adlar pour s'accaparer son attention. Décidément, entre l'alarme du temple de l'épisode précédent et cette alerte, les systèmes automatisés semblent avoir la cote. Un des fantasmes de nombreux fans se matérialise alors que la représentation des 3 lieutenants de Baran tapis dans son ombre, les guerriers du dragon. On peut dire qu'on les aura attendus longtemps cela. D'ailleurs, cette représentation reprend pour notre plus grand plaisir une des planches du manga dans laquelle ils n'étaient pas complètement visibles. Le chapitre 90 s'arrêtait alors au moment où il les invoquait. Les 3 guerriers dragons apparaissent dans la plus pure tradition des shonen en annonçant leur nom ainsi que leur fonction. Galdandi, le chevalier des cieux, est doublé par Subaru Kimura. C'est un seiyuu assez jeune qui a doublé sa voix à Takeshi Goda dans Doraemon, Aoi Todo dans Jujutsu Kaisen ou encore Pesky dans la partie 5 de JoJo Bizarre Adventure Golden Wind. Borarn, le chevaucheur des mers, quant à lui, est doublé par Kenji Sugimura, qui lui a plutôt un actif dans le doublage de films dans les rôles de Finn dans la dernière trilogie de Star Wars, Jimmy dans Transformers The Last Night, ou encore Adonis Creed dans les films de Creed. Et enfin, Laralt, le chevaucheur d'éther, est doublé par la superstar Akira Ishida, qui est connu dans ses rôles de Gaara dans la licence Naruto, Kotaro Katsura dans Gintama, ou encore The Ref dans Fairy Tail, ou bien sûr Kaoru dans Evangelion, un CV ultra qualitatif. Nous rajoutons d'ailleurs que chaque guerrier dragon possède son propre destrier, à savoir un dragon du ciel de Dragon Quest III pour Galdandi, un Dracarapace pour Dragon Quest III pour Borarn, et le mythique dragon vert de Dragon Quest I pour Laralt.
Les plus rigoureux d'entre vous auront probablement noté un plan sur sa lance, ce qui n'est évidemment pas anodin. L'épisode se termine tandis que l'Aralt demande ses ordres à Baran. Nous devons évidemment attendre le prochain épisode avant d'en savoir davantage. Encore une fois, le suspense, il est bien maîtrisé. Cet épisode propose de très bons moments avec Baran survolté qui nous régale avec des scènes ultra dynamiques et des plans fixes tout aussi réussis. Le rythme général suivant l'amnésie de Dai est correct et permet de retrouver l'ambiance du manga à ce moment-là. Ceci étant dit, tout n'est pas parfait. Ainsi, la confrontation entre Pop et Baran aurait gagné à davantage monter en tension. L'épisode adapte une fois de plus trop de chapitres pour pouvoir adopter un rythme adéquat sur toutes les scènes. De plus, bien qu'elle soit techniquement réussie, la double attaque de Dai et Crocodile aurait également gagné à être plus impressionnante et ne retranscrit pas suffisamment malheureusement la puissance qu'il a fallu conjuguer pour percer le draconique aura de Baran. Cet épisode signe bien évidemment un grand moment pour la série. En effet, nous entamons enfin du contenu 100% inédit en animé. Et quel contenu! Les 3 lieutenants de Baran que nous attendions tous depuis des années. Nos comparaisons avec l'ancienne adaptation vont donc s'arrêter et nous espérons qu'elles vous auront plu. Nous avons eu à cœur de vous présenter les meilleurs moments ainsi que les mises en scène qui nous semblaient parfois vieillottes mais aussi terriblement réussies. Ceci étant dit, l'ancienne adaptation ne se laissera pas faire si facilement car nous ferons une référence à l'épisode 45 dans l'une de nos futures reviews lors de révélations sur Baran qui permettront d'ailleurs de mieux cerner le personnage. Nous sommes vraiment excités à l'idée de partager avec nos impressions sur les prochains épisodes et c'est une sensation exceptionnelle pour l'équipe de retrouver cette grande aventure presque 30 ans plus tard. Voilà. Cette 25e review est désormais terminée, nous espérons que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos vidéos. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux respectifs qui sont en lien dans la description. Allez, prenez soin de vous chers disciples d'Avan et à la semaine prochaine.